Toutes les provinces de France, et même des régions plus petites encore, sont fières de ce qu'elles appellent leur cuisine du terroir. On invente de belles histoires sur les origines de tel ou tel plat, on décline des recettes. Pourtant, au fil des millénaires, nos aliments ont beaucoup circulé, parfois sur des milliers de kilomètres. En sorte qu'il n'est pas sûr que les plats soient aussi particuliers qu'on le dit à telle ou telle région. Ainsi, dans la Drôme par exemple. Oui, c'est vrai, le nougat c'est Montélimar, mais le nougat de Montélimar, c'est un produit à l'échelle de l'histoire mondiale de l'humanité, c'est récent. C'est-à-dire que pratiquement fin 17e, début 18e, on commence à parler de nougat de Montélimar. Et le nougat de Montélimar, en réalité, il se développe vraiment, il est connu en dehors de Montélimar grâce au président Émile Loubet. Donc c'est relativement récent. Et les premières recettes de nougat que j'ai trouvées, c'est dans un livre de cuisine arabe du Xe siècle à Bagdad. Parce qu'il y avait le miel, les amandes, c'est ça qui était... Le miel, les amandes, les fruits secs, les blancs d'œufs montés en neige, on peut les avoir de partout. Par contre, à un moment donné, il y a des gens qui ont imaginé une recette en montant les blancs en neige, en sucrant avec du sucre et du miel ou du sucre ou du miel, en y rajoutant des fruits secs. Ils ont fait cuire le tout au bain-marie. Et ça a donné le nougat. Mais ce nougat-là, il a différents noms, mais il est de différentes origines. On le retrouve à Bagdad, ensuite on le retrouve à Alep, ensuite on le retrouve en Égypte, ensuite on le retrouve en Andalousie arabe au XIIIe siècle, ensuite on le retrouve en Catalogne au XIVe, ensuite on le retrouve en Italie au XVe et au XVIe siècle. Et puis il arrive en France via la Catalogne ou via l'Italie un petit peu plus tard. Donc on voit que rien qu'en France, il y a le touron catalan qui est une imitation du turon espagnol. Et puis il y a le nougat de Provence qui est arrivé en premier et le nougat de Montélimar en second. Les ravioles supposées du Royan, est-ce que les ravioles sont... Ça l'a fait rigoler. Alors... Les ravioles, c'est la même chose. Bon, pour qu'il y ait raviole, il faut qu'il y ait pâte au départ. Et la pâte, telle qu'on la connaît pour faire des pâtes, eh bien, là aussi, c'est un produit typiquement méditerranéen. C'est-à-dire que on a dans le Proche-Orient, enfin pratiquement les premières traces d'une certaine forme de pâte, c'est les Grecs et les Romains qui ont fait des choses qui ressemblent aux lasagnes. Et puis ensuite, on trouve des traces de pâte dans la cuisine juive en Palestine au début de... Après Jésus-Christ. Voilà, après Jésus-Christ. Et puis, les Arabes développent la fabrication des pâtes. Et ensuite, les pâtes, eh bien, on les retrouve dans ces mêmes livres de cuisine arabe, on les retrouve à Bagdad, au Proche-Orient, en Andalousie. On sait qu'il y a un commerce de pâtes en Italie, en Sicile, du temps des Arabes. Et ensuite, bon, ben, les Italiens, comme ils ont su développer le nougat, et il y a différentes formes de nougat en Italie, ils ont su développer les pâtes et ils ont fait énormément de formes de pâtes en Italie. Et puis on trouve des traces de ravioli dans la cuisine médiévale italienne. Et ces raviolis, comme beaucoup de plats de cuisine médiévale, se retrouvent déclinés pour jours gras, c'est-à-dire les jours où la religion autorise à manger de la viande, et pour jours maigres, les jours où la viande est interdite. Et les pâtes pour jours maigres, au XVIe siècle, on en trouve déjà des traces en Isère, en Savoie, et ça s'appelle raviole, rafioul, raviole. Et Maître Chicard, qui est le cuisinier du duc Amédée VIII de Savoie, qui a écrit un livre de cuisine en 1420,
a pas donné de recette, mais cite la raviole. Autrement dit, la raviole est connue en Provence, en Savoie, et probablement en Dauphiné, bien avant que la raviole du Royan se développe. Entre parenthèses, ceci introduit la question des pratiques religieuses, des interdits alimentaires. Qu'est-ce que ça pèse effectivement dans l'inventivité, si je puis dire, qu'il y a pu y avoir à la cuisine, tout simplement? C'est très simple. Le principal interdit alimentaire dans la religion catholique, c'est l'interdiction de manger de la viande et des produits dérivés de la viande pendant un certain nombre de jours de l'année, pendant le temps de carême, pendant les jours maigres qui peuvent être assez nombreux, puisqu'à un moment donné, il y a 150 jours par an où on n'a pas le droit de manger de la viande. L'inventivité, c'est que les cuisiniers, surtout les cuisiniers, les gens qui avaient les moyens d'avoir un cuisinier et d'avoir de la bonne cuisine, les cuisiniers, il fallait qu'ils servent des plats de manière suffisamment intéressante pour des banquets qui pouvaient avoir lieu les jours maigres. Donc, concrètement, on retrouve dans les livres de cuisine médiévaux autant de recettes de viande que de recettes de poisson. Ça a obligé les monastères à créer des piscicultures, ça a obligé tout un commerce, les chasse-marées, c'est-à-dire tous ces gens qui faisaient venir du poisson de la Méditerranée jusque dans notre région, ou qui faisaient venir de la morue qu'il a séchée, qu'il a salée pour la commercialiser de partout. Ça a développé le commerce et la cuisine. Et survient la réforme protestante, est-ce que ça change la cuisine? Eh bien, cette obligation de manger du poisson n'existe plus dans la religion protestante, donc probablement qu'une partie de ce commerce du poisson a probablement diminué. Par contre, il y a une certitude, c'est que le gras était essentiellement du saindoux, venant du gras de porc. Donc, à partir du moment où le saindoux était interdit pendant les jours maigres, on utilisait l'huile d'olive. Et quand on n'a plus cette obligation dans les pays protestants, eh bien, les pays protestants étant souvent, enfin dans notre région c'est pas le cas, mais disons la majorité des pays protestants étant plutôt au nord, dans des régions où il n'y a pas d'olivier, on s'est dépêché d'arrêter de consommer de l'huile d'olive. Alors, lorsqu'on vous écoute, Marie-Joseph, on a l'impression que le bassin méditerranéen, c'est le centre du monde, quoi, le centre du monde de la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, quand même, c'est un peu vache, qu'est-ce qu'il faut dire de l'Europe du Nord? Ils n'ont rien inventé, ces gens-là? On va cuisiner ce qui existe dans son coin. Donc, les pays du Nord, ils sont un peu défavorisés par rapport aux régions comme la nôtre, parce qu'ils n'ont pas autant de soleil, ils n'ont pas autant de jours de chaleur que nous. Vous enlevez le chou, vous enlevez le navet, il n'y avait pas énormément de choix. Et en même temps, en sachant que, bon, autrefois, la pomme de terre, elle n'existait pas, puisque la pomme de terre, elle vient d'Amérique. Bon, maintenant, dans tous les pays pauvres, y compris dans les pays nordiques, on peut cultiver de la pomme de terre, mais au Moyen-Âge, la pomme de terre n'existait pas. c'est comme la tomate. La pomme de terre, la tomate, le poivron, le piment, tout ça, ça vient d'Amérique. Et ça arrive, bon, au niveau de la pomme de terre, c'est
Le piment se développe en premier parce que c'est un substitut du poivre qui est moins cher et qu'on peut planter chez nous. Donc le piment s'est adapté très rapidement à partir du XVIe siècle. La pomme de terre, elle a mis un certain temps pour se développer. Dans une région comme la nôtre, la pomme de terre était un plat de paysan. Donc avant, il faut attendre pratiquement le XVIIIe siècle pour que les gens riches acceptent de s'intéresser à la pomme de terre et développer des recettes. Le gratin dauphinois, c'est un plat de paysan au départ, et finalement, ça a 4 siècles. Je vous ai entendu dire une fois une chose qui m'a complètement estomaqué, c'est qu'au fond, selon l'échelle sociale, on mangeait des aliments venant de plus ou moins haut par rapport au sol. Alors racontez-moi ça. Parce que... Au Moyen-Âge, on a une idée, mais ça existe maintenant encore. Hein. Actuellement, quand vous entendez parler des cuisiniers, ils vous parlent d'aliments nobles en gastronomie. C'est quoi les aliments nobles en gastronomie? C'est des aliments qui sont réputés intéressants pour la cuisine des gens aisés. La gastronomie, c'est quoi? C'est la cuisine des gens aisés, en fait. Les pauvres ne font pas de gastronomie, les pauvres, ils mangent ce qu'ils peuvent. Cette idée qu'il y a des aliments qui sont réservés à une élite, c'est lié au prix de ces aliments ou au prix qu'on met pour les confectionner. Pour confectionner les plats. Bon, il y a des aliments qui sont très chers. Autrefois, le caviar. Les œufs d'esturgeon. Des esturgeons, il y en avait dans un certain nombre de régions d'Europe. Ça n'est pas seulement en Russie ou en Iran qu'il y a des esturgeons. Les œufs d'esturgeon, c'était pas un produit chic et cher. La truffe, c'était pas un produit chic et cher. La truffe, n'importe quel paysan de la Drôme pouvait, s'il était habile, aller ramasser des truffes. Donc la truffe, on ne la retrouve pas en gastronomie au Moyen-Âge. Parce que ça vient d'en bas et que... Parce que c'est un champignon paysan. Donc c'est bon pour les paysans. Et il y a une idée de hiérarchie, plus on a des moyens, plus on est dans la hiérarchie sociale, plus on veut se distinguer au niveau alimentaire des paysans, de la même façon qu'on ne s'habille pas pareil qu'un paysan quand on a les moyens de s'acheter des beaux habits. Et cette hiérarchie est liée à une idée de la religion aussi. C'est-à-dire que plus c'est lié à la terre, plus c'est lié à quelque chose d'ordinaire et éventuellement c'est un rapport avec le diable et compagnie. Alors que plus on va vers le ciel, plus on se rapproche de Dieu. Donc cette hiérarchie, tout ce qui est sous la terre, comme les carottes, les navets, etc., c'est bon pour les paysans. Et puis plus ça se rapproche du ciel, plus c'est bon pour adapter au noble. Ce qui fait que concrètement, tous les légumes racines, on les trouve, mais pas tellement dans les recettes de gastronomie. Et par contre, tout ce qui est volaille, la volaille, elle est proche du ciel, elle peut voler. Tout ce qui est oiseau, c'est proche du ciel. Tout ce qui est fruits, c'est proche du ciel. Donc, ça crée une hiérarchie qui nous semble curieuse. Alors, on a parlé beaucoup des aliments, là, depuis un moment,
Mais il faut peut-être poser la question de la manière de faire, de la manière de cuisiner et en fait l'évolution des techniques. Parce que est-ce que entre, eh bien, je dirais entre Jésus-Christ pour nous y repérer et aujourd'hui, on ne va pas avoir un certain nombre de virages liés à l'apparition de techniques ou à l'apparition de supports, de types de casseroles, de choses comme ça, qui vont changer les choses. Il y a des choses qui sont absolument identiques depuis l'Antiquité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites du feu, vous pouvez faire des grillades, par exemple, ou vous pouvez mettre une casserole sur le feu, faire bouillir. Vous pouvez mettre cette casserole sur de la braise, à ce moment-là, vous pouvez faire revenir tranquillement. Vous avez des fours depuis l'Antiquité, donc vous pouvez cuire au four. Quelles sont les différences réelles en technique culinaire? La première invention qui a modifié, non pas la cuisine, mais le travail du cuisinier, c'est l'invention du fourneau. À partir du moment où vous avez des fourneaux, eh bien, c'est plus simple à faire de la cuisine que si vous faites de la cuisine à la cheminée. Bon, la deuxième invention importante, c'est l'existence du frigo. Le frigo qui permet de s'affranchir un petit peu de la conservation des aliments. Mais avant, on conservait les aliments en les faisant sécher, en les salant, en les fumant. Ce qui modifie aussi quand même un petit peu le goût, mais le frigo simplifie, la congélation simplifie, elle permet de garder, mais là aussi ça ne modifie pas. Par contre, ce qui modifie vraiment, c'est le four à micro-ondes. Mais le four à micro-ondes, c'est extrêmement récent. Autrement dit, concrètement, on pourrait dire qu'un cuisinier actuel, s'il avait existé ou s'il avait pu faire un voyage dans le temps à l'époque romaine, il ne serait pas forcément surpris des façons de faire, parce qu'il y a des façons de faire qui sont relativement voisines. Par contre, ce qui change beaucoup, et ça c'est pas lié à la modernité, c'est l'assemblage des aliments, c'est tout l'assaisonnement qui fait que les saveurs se modifient au fil des temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aime des choses, on a des goûts pour certaines choses, et à un autre moment, on n'aime plus ces choses-là et on a des goûts pour autre chose. Et pourquoi? Ça, c'est l'évolution humaine, on change. Qu'est-ce que vous voulez dire? On mange plus sucré maintenant, ou je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ça veut dire que, par exemple, dans l'Antiquité, on met beaucoup d'herbes aromatiques dans les plats. On met du poivre. On connaît le poivre. On n'a pas énormément d'épices à côté, pas mal d'herbes aromatiques, et on aime les saveurs aigres-douces. Dans l'Antiquité, on met souvent du vinaigre avec des fruits ou avec du miel, parce qu'à l'époque, on ne connaît pas encore le sucre. Donc ça fait des saveurs aigres-douces, et on sale avec un produit qu'on a complètement oublié depuis des siècles, qui s'appelle le garum. Qu'est-ce que c'est? Le garum, c'est une saumure de poisson, et l'équivalent moderne du garum, c'est le gnoccam. Au Moyen-Âge, je parle de la gastronomie, en gastronomie, on aime quoi? On aime les épices. On a une palette d'épices beaucoup plus grande qu'à la cuisine romaine, beaucoup plus grande qu'actuellement. On a une palette d'épices identique aux cuisines qu'on appelle exotiques.
Ces épices, elles servent à parfumer les sauces. Pas de piment, le piment vient d'Amérique, on ne connaît pas. Et on aime les saveurs acidulées ou aigres douces. Et puis, à partir du XVIIe siècle, on va redécouvrir des produits qui étaient considérés comme réservés aux paysans, c'est-à-dire le beurre, la crème. On va imaginer la sauce blanche, la béchamel, et tout ça, ça va créer une cuisine qui va plus être acidulée. Ça va être une cuisine grasse, ça va être une cuisine onctueuse. Donc les épices qui étaient chic et chères parce qu'elles venaient de très loin, ces épices-là se retrouvent diminuées petit à petit au XVIIe siècle, quasiment disparaître à partir du XVIIIe siècle, et la cuisine qu'on appelle classique, qui est la cuisine de nos grands-mères en fait. C'est une cuisine au beurre, c'est une cuisine avec la crème, avec de la béchamel, avec des fonds de sauce. Donc grasse et onctueuse. Alors, Marie-Joseph, avec vous, on boit de bons coups, mais ils sont rares. C'est-à-dire, quand même, on n'a pas parlé une seconde de ce qu'on boit. Alors, d'abord, s'il y a tant de vignes un peu partout, c'est quoi? C'est effectivement un tout petit peu pour se saouler? Ou bien est-ce que c'est aussi, et d'abord parce que, pour le goût du vin, je dis ça parce que je crains fort qu'au début, c'est quand même été des fameuses piquettes, et j'ai un peu de peine à croire que c'était la saveur qui dominait. C'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est-à-dire que selon nos critères actuels, avant qu'on invente le vin en bouteille, le vin avait du mal à se conserver. Donc dans l'Antiquité, on savait conserver le vin, on conservait ça dans des jarres, dans des amphores, et c'était bouché hermétiquement, et il existait du vin vieux. Donc quand on lit les textes anciens de l'Antiquité romaine, on se rend compte qu'il y a des vins de tel ou tel endroit qui sont plus réputés que les vins de tel ou tel autre endroit, avec un discours qui est finalement assez voisin des terroirs viticoles actuels. Et ces vins peuvent être assez vieux. Simplement, le palais en matière de vin évolue là aussi, et les Romains, ils aimaient un certain type de vin qui était complètement différent de ce qu'on aime maintenant, c'est-à-dire que ces vins étaient souvent, c'était des vins aromatisés, c'est-à-dire des vins dans lesquels on y met un certain nombre d'aromates pour modifier plus ou moins le goût. Et puis, au Moyen-Âge, bon, on sait en général que ce sont les Gaulois qui ont inventé les tonneaux. Simplement, l'inconvénient du tonneau, c'est qu'il laisse partir le vin. Il y a un échange au niveau entre l'air et le vin par le tonneau, ce qui fait que le tonneau n'est pas fait pour une conservation importante. Donc, on boit des vins jeunes. C'est l'équivalent du Beaujolais nouveau, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, 1 an, le vin a une sérieuse tendance à se transformer en vinaigre. Et la bouteille est récente, en fait. La bouteille, c'est les Anglais qui ont développé la bouteille, en fait. Les Anglais ont été en Aquitaine au moment de la guerre de 100 ans. Et il y a eu un commerce entre les vins d'Aquitaine et l'Angleterre, et pour
avoir du vin qui leur correspondait mieux, à leur goût, les Anglais ont imaginé de les mettre en bouteille et de les boucher. Alors maintenant, on fait très très attention à ce qu'on mange. Évidemment, il faut manger bio, et puis il y a toute cette idée de diététique. La diététique, ça date de quand? La diététique, c'est pratiquement Hippocrate qui le premier a défini que pour rester en bonne santé, il fallait surveiller ce qu'on mange. Et la notion de bonne santé, elle était liée à un environnement géographique, elle était et un environnement culinaire. Donc, dans l'Antiquité, il y a des médecins qui ont donné des conseils de diététique, et puis pendant toute la période médiévale, jusqu'au XVIe siècle, on se souciait, quand on en avait les moyens bien entendu, on se souciait de bien manger pour rester en bonne santé. Et bien manger, ça voulait dire avoir une alimentation qui était adaptée à son propre tempérament, sa propre santé personnelle, et manger des aliments en harmonie pour créer une harmonie. La santé, c'était un équilibre alimentaire. Et cet équilibre alimentaire, bon, c'est un peu complexe, mais les aliments étaient classés en chaud, en froid, en sec, en humide, et on allait manger des épices qui étaient chaudes et sèches, avec de la viande qui était froide et humide, pour créer un équilibre. Donc, on avait des préoccupations diététiques importantes jusqu'au XVIe siècle. Les livres de cuisine arabes, par exemple, c'est typique. Pratiquement tout le début de ces livres sont des réflexions diététiques et des conseils alimentaires liés à la diététique. C'est moins évident dans les livres européens, mais on voit que les cuisiniers avaient des notions de diététique dans la manière dont ils faisaient leurs plats. Et à partir du XVIIe siècle, toute cette vieille cuisine, cette vieille médecine hippocratique commence à être contestée. À mesure que la médecine moderne arrive, on rejette cette vieille diététique antique, et à partir de là, il y a une séparation nette entre la cuisine et la diététique. Ce qui fait que les cuisiniers font des aliments, préparent des aliments gras, sucrés. Bon, à partir du XVIe siècle, on s'est mis à mettre du sucre de partout. Les belles dames de la cour de Versailles, au XVIIe siècle, avaient les dents toutes cariées tellement elles mangeaient du sucre. Alors qu'au Moyen-Âge, le sucre était cher, c'était considéré comme une épice, et c'était considéré comme un médicament. Et les recettes à base de sucre pouvaient être des recettes pour les gens dénutris, pour essayer de donner un petit peu d'énergie aux gens malades. Et toute la confiserie qu'on connaît maintenant, les bonbons, les sirops, les pâtes de fruits, les nougats, tout ça c'est d'origine médicale en réalité. Et au XVIIe siècle, on commence à avoir des excès alimentaires. Vraiment, l'apothéose, c'est le gourmand du XIXe siècle, qui est un homme, les femmes on n'en parle pas, un homme gras, gros, bedonnant, et avec la goutte et plein de maladies liées à une alimentation trop riche.